Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue à ces moments de réflexion et nous allons essayer aujourd'hui de réfléchir, sur, bien sûr autour, heu, des tentatives, de la part, du pouvoir actuel en RDC de vouloir, changer la constitution et d'ailleurs il y a déjà des gens qui confondent une constitution à un amendement en prenant l'exemple des États-Unis. Alors, voilà, donc un amendement, c'est comme un article de la constitution. Donc la constitution des États-Unis qui date de 1787 a été amendée plus de 27 fois, mais jamais elle a été remplacée. Donc c'est ce que je dois dire en introduction et d'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais aussi parler d'une question, fondamentale, substantielle, que beaucoup de Congolais se posent, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche pas avec notre anthropologie, avec notre société, avec, avec nous? Bon, bref, comme ça et moi, je suis sociologue de formation, donc je voulais essayer d'appréhender, ces problèmes et d'essayer de donner, si vous voulez, mon point de vue là-dessus. Parce que quelqu'un m'a demandé l'autre jour, «Olivier, est-ce qu'on est inférieur aux occidentaux? Et pourquoi se fait-il qu'on n'arrive même pas à balayer nos routes, à rendre par exemple la ville de Kinshasa salubre et tout? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème?» Donc voilà, donc il y a plusieurs, niveaux, heu, sur lesquels, on peut déjà tenter de commencer à répondre à cette question, qui dérange, hein. Vous savez, il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui ont été étudiants dans les meilleures écoles du monde, les meilleures universités et qui ont eu à côtoyer des savants, des gens intelligents, des personnes qui ont transformé leur société. Voilà, donc il y a même mon grand frère qui était, en France, par exemple, au même moment où il y avait Sarkozy, les François Hollande. Voilà, donc il y a des Congolais, des Africains, de Noirs, voilà, d'origine africaine qui ont aujourd'hui des expertises euh, réclamées ailleurs. Rappelez-vous le chef de la mission de la NASA pour Mars, c'était un Sénégalais qui a fait ses études en France, mais qui n'a pas pu être employé en France. Donc, il a été plutôt engagé par la NASA et du coup, il est devenu célèbre et un intellectuel, un scientifique respecté de haut niveau. Mais par rapport à la RDC, la réflexion continue toujours, parce que 55 ans après l'indépendance, nous continuons, bien sûr à tâtonner. On nous appelle parfois ces grands éléphants, comparativement à la Chine qui, elle aussi, à un moment donné, tâtonnait pendant, des siècles, pendant elle était dominée par, les Européens et voilà donc on a la même impression pour la RDC qu'elle est en position de stationnement, que les choses ne bougent pas. Et vous savez, le président Kabila est parti, par exemple, il a laissé une dette extérieure aux environs d'1 milliard. Aujourd'hui, nous sommes à 15 milliards, mais lorsque nous nous projetons dans les villes, dans le rural de la RDC, nous voyons que les conditions de vie ne se sont pas améliorées. Il y a toujours une carence quasi totale en électricité, en eau potable. L'insalubrité est presque généralisée. Et nous avons un pouvoir, le tout dernier de Félix Tshisekedi, qui est là. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, vers le mois de décembre, on va aller peut-être à 8 ans. Et il lui reste, si vous voulez, un rejeton de temps qui équivaut à 2 ans
et ça sera finalement la consommation totale de 2 mandats. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Et j'ai eu à parler avec des amis et je leur ai dit que le problème du développement de la RDC, c'est subtil. Et je vais être très clair que ce n'est pas une solution exhaustive que je propose, mais j'essaie à ma manière hétérodoxe, c'est-à-dire je sors de mes formations habituelles, c'est-à-dire la sociologie, l'histoire politique, et la communication et autres, et pour essayer un peu d'élargir mon rayon d'appréhension du problème, c'est-à-dire en voyant notamment surtout les cadres historiques, le cadre anthropologique, certaines choses qui se passent et qui se sont passées et qui ont peut-être eu de retombées, je dirais, mitigées dans l'homme et la femme congolaise. Donc voilà, l'homme congolais et la femme congolaise, j'allais dire. Donc voilà, donc on est en train de réfléchir et c'est clair que moi je suis pas un afro-pessimiste ni quelqu'un qui aurait l'habitude de jeter l'opprobre sur les autres. Bien sûr que la colonisation, je m'aurais amorcé ma pensée sur ça, la colonisation a eu des effets néfastes, notamment en termes de maintien d'estime personnelle de Congolais et des Congolaises. Voilà, donc voilà, il y a eu de mauvaises choses, on ne va pas le nier, le massacre, voilà, beaucoup de choses négatives, même l'institutionnalisation de- des classes, pas encore euh, dans Pierre Bourdieu, mais les classes ont toujours existé. D'ailleurs, Karl Marx les stipule la manière la plus éloquente, la plus claire, c'est-à-dire que il dit que, il préconise que ce sont les luttes des classes qui sont à la base de révolution, de turbulence sociologique et tout ça, c'est toujours entre une classe et une autre, que ce soit comme lui et Engel l'ont euh, euh, l'objet de leur euh, recherche de l'époque, c'était justement la classe euh, dirigeante qui était composée des hommes d'affaires, des créateurs d'emplois et tout ça. Et bien sûr, on a les prolétaires, la classe basse, et qui, justement, d'après eux, euh, étaient en situation où le partage de, de revenus, je profite même pour d'abord essayer un peu de faire la différence ici entre l'économie et bien sûr le capitalisme. Profite pour dire l'économie, c'est simplement tous les moyens que nous utilisons pour créer de services, pour vendre, bien sûr, de n'importe quelle chose. Hein. Lorsque vous produisez et vous mettiez ces choses dans les marchés, c'est ça qui produit l'économie, la loi des marchés s'installe, bien qu'il y a toute une lecture à faire sur ça également, pour dire que, bon, voilà, la loi euh, du marché n'est pas la seule chose ou le seul instrument qui a, si vous voulez, une gravité sur la stabilité économique ou microéconomique, macroéconomique et tout ça. Et c'est clair que l'économie
plus tard, avec l'avènement des Keynes, et nous avons vu comment lui est plutôt à apporter l'aspect euh, d'inclure l'État pendant les périodes de troubles. L'intervention de l'État peut aussi s'avérer comme étant une de solutions pour une réponse aux crises économiques. Donc voilà, donc je sais d'expliquer que l'économie, c'est la création de services, de biens et tout ça, mais le capitalisme, justement, est venu avec un pas de plus, c'est-à-dire que maintenant ces revenus, c'est pour créer le revenu, créer de bénéfices, et devient le capitalisme, c'est une recherche effrénée de bénéfices. Donc vous voyez, donc on est dans une fondation et puis on est dans une branche. Donc voilà, là, j'essaie de mettre euh, en opposé la pensée de Weber et de Karl Marx. Vous savez, Weber était qui émanait d'une classe bourgeoise, il avait une vision assez capitaliste des choses, et voilà, donc qui s'expliquait, là on revient encore une fois à Bourdieu, les classes sociales, l'anomie, la reproduction des classes sociales, les personnes qui euh, qui, qui ont les classes sociales se reproduisent entre elles, voilà, simplement par le fait que euh, chaque classe sociale a son habitude, c'est-à-dire l'ensemble, je dirais pas d'habitude, mais je dirais des choses qui sont appropriées à une classe sociale. Donc là, on est dans les habitudes. Donc ça, tout ça, c'est pour placer les décors, pour dire que les explications, les certitudes immédiates, elles sont des choses à éviter lorsqu'on essaye à notre manière, bien sûr, de trouver des solutions pour un pays qui potentiellement régorge tout ce que vous voulez, toutes les bénédictions, diront nos amis chrétiens, qui est un scandale géologique, dirait les Belges qui ont été les premiers à amorcer de plans de recherche dans ces pays, et qui ont découvert que non seulement que la RDC, le Congo belge de l'époque, régorgeait d'immenses recherches minières, mais aussi était bien entendu béni par sa faune, sa flore, une démographie qui est en majorité jeune à l'époque et jeune aujourd'hui, et c'est qui donne à ces pays, si vous voulez, les atouts démographiques pour que ils puissent aller de l'avant. Mais encore une fois, je reviens à la question fondamentale qui m'a poussé à faire ces directs, c'est parce que justement, on se demande, avec tout ce qu'on a comme atout naturel, tout ce qu'on a comme voilà, bénédiction géologique, démographique et consorts, mais ces pays tardent à s'y décoller, alors que nous nous souvenons que vers les années 60, aux alentours des années des indépendances des pays africains, la Corée du Sud, par exemple, le Singapour, le Canada, c'était des pays considérés comme étant des pays relativement de même niveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé les 55 ans écoulés? Qu'est-ce qui a eu lieu? Comment se fait-il que les Japon est devenu la deuxième, troisième puissance du monde, plutôt le Singapour, le Taïwan sont parmi les pays qui sont le mieux à vivre, le Canada, n'en parlons pas, parmi le G10 et tout ça, mais pourtant la RDC, avec tout ce qu'elle a comme potentiel, comme
euh, euh, capacité, euh, voilà, donc se retrouve comme étant parmi les lanternes rouges des nations. Alors, à qui la faute? Comment expliquer ça en tant que sociologue, en tant qu'un sociologue hétérodoxe, quelqu'un qui est capable d'aller au-delà de ma science pour fournir des informations, pour fournir des clarifications, pour fournir des nouvelles certitudes. Et bien sûr, nous sommes dans l'intersubjectivité, c'est-à-dire que je ne prétends en rien que ma, ma réflexion et la parole de la Bible, comme diraient certains, donc c'est bien sûr on est dans la science, il y a des offres scientifiques, mais qui doivent être confrontées à l'intersubjectivité des avis des autres. Ça a toujours été la beauté de la science, du choc des idées. Bien sûr, jaillit la lumière. Donc voilà, donc la RDC n'a pas vraiment évolué et voilà, donc d'un point de vue, on peut dire que la colonisation belge, je ne dirais pas que tout ce que les Belges ont fait en RDC était, euh, était pas bien. Donc, mais plutôt les types de colonisation. Vous savez, dans les types de colonisation, il y a eu deux courants de pensée qui étaient surtout répandus en Afrique. Il y avait les colonies de peuplement et les colonies d'exploitation. La différence ou la différence est simplement que dans les colonies de peuplement, l'idée, c'était l'installation future, pérenniser sa présence, pourquoi pas juste habiter. On peut prendre l'exemple des pays comme l'Australie, l'Afrique du Sud, la Namibie et surtout les colonies lusophones, notamment la Mozambique, l'Angola et Guinée-Bissau, des choses comme ça. Les Portugais avaient tendance à prôner pour un- une colonie de peuplement. Donc, on est là pour rester. Alors que quand vous voyez la Belgique et aussi peut-être la France, voilà, le type de colonisation était simplement, voilà, donc pour enrichir les métropoles. Donc, c'était purement la colonisation pour l'exploitation de matières premières, de ressources et même, si pas de démographie. Voilà. Donc, c'est ça, déjà d'emblée dans la colonisation. J'essaie de mettre en exergue ces choses pour qu'on comprenne que, bon, voilà, il y avait une philosophie, il y avait une idéologie derrière la colonisation. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés à l'indépendance avec peu de personnes qui ont été à l'université, donc c'est-à-dire des cadres formés qui avaient les capacités de diriger. On revient encore chez dans le Fordisme, dans les tailleurs Taylorisme qui préconisait justement la division du travail. Lorsque le travail est venu, j'ai fait de flashback en histoire pour un peu essayer d'expliquer certaines choses de manière de la sociologie historique de certains comportements. Donc, avec l'avènement du Fordisme, c'est-à-dire la séparation du travail avec Henry Ford lorsqu'ils ont commencé à faire de voitures, et il y a eu Taylor qui a écrit un livre justement qui préconisait la séparation du travail, ce qui a fait que voilà il fallait maintenant des employés qualifiés. Donc, il y a eu séparation. Au début, c'était difficile parce que la plupart des gens venaient des zones rurales et n'avaient pas de formation euh, pour utiliser certaines machines. Donc, il a fallu justement que qu'on fasse une fraction d'isation de, de- d'expertise, de capacité, afin que ça devienne plus facile aux gens d'utiliser
c'est une nouvelle façon de faire des choses. Donc voilà, donc ça c'était juste un flashback pour dire que bon voilà, le monde s'est développé et vous savez dans le monde de Taylor, c'était les gens qui étaient le mieux formés, le plus compétents, qui avaient le monopole des décisions et les autres étaient là pour exécuter un peu de la structure que nous avons à nos jours. Vous voyez, il y a les directeurs, les exécutifs qui prennent des décisions et euh, et nous avons les travailleurs, les employés qui sont là juste pour remplir de rôles précis, déterminés, fractionnés. Et comme ça, voilà, les travails étaient sectionnés et chacun faisait un peu sa part et le tout sous la surveillance des superviseurs, des managers, des directeurs, d'exécutifs aujourd'hui qui fait que, voilà, les travails. Mais on revient en 1960, la RDC n'avait rien de tout ça. Nous n'avions pas de cadres, nous n'avons pas de gens formés. Il y en avait peu. Il y en avait très peu qui ont d'ailleurs travaillé pendant l'époque coloniale, surtout à l'époque des élites. Donc voilà, donc vers les années 50, tout ça, il y a eu quand même certains amélioration de conditions raciales au point que les Belges ont commencé à réfléchir sur la création d'une élite et c'était des gens qui étaient formés soit au Congo ou en Belgique et à qui on commençait à donner certains rôles exécutifs pour devenir des gérants. Mais leur nombre n'était pas suffisant au point que le jour de notre indépendance, c'était chaotique parce que nous n'avions pas des personnes qui pouvaient faire le remplacement des Belges qui étaient, voilà, à notre avis, plus formés, avaient plus d'expertise que le Congolais. Donc voilà encore au-delà de la colonisation, de méfaits de la colonisation, et je reviens à dire qu'il n'y a pas eu que de mauvaises choses avec la colonisation, mais également il y a eu de bonnes choses, les infrastructures que nous détenons jusqu'à nos jours au Congo, ce sont pour la plupart de choses qui ont été léguées par la colonisation. Mais le méfait est qu'il n'y a pas eu suffisamment de personnes formées et cette situation voilà, a été la raison d'un départ, d'un pseudo-départ, départ catastrophique en 1960. Et voilà, nous avons commencé notre jeune nation avec des personnes qui avaient aucune formation, aucune préparation pour assumer le rôle qui était le sien. Donc voilà. Donc ça, c'est d'une part vous voyez, et c'est là où je veux peut-être me centraliser pour cette vidéo, que voilà, l'étude a été une des raisons. Moi, je pense c'est la raison centrale, prépondérante pour laquelle notre pays est là où il se situe aujourd'hui, simplement parce que nous avons démarré avec un manque terrible de personnes qualifiées et tout ça. Là, on est dans vous savez, en sociologie, il y a plusieurs étapes de réflexion où on peut voir les choses. Là, on est dans le fonctionnalisme. Le fonctionnalisme, c'est juste l'ensemble des institutions qui compose, si vous voulez, l'ossature d'un pays. Donc, on parle de la police, on parle des écoles, on parle des gendarmeries, on parle de services décisifs, services sociaux. Tous cette amalgamation de services, d'institutions à caractère régalien, tout ça, c'est ça qui forment, si vous voulez, les fonctionnalistes. Déjà, au niveau du fonctionnalisme, bien sûr que les Belges nous ont légué des institutions qui étaient assez fortes, mais malheureusement, puisque les acteurs qui devraient animer ces fonctionnalismes n'étaient pas à la hauteur. Et voilà, donc il y a eu dès le départ un climat et puis il y a eu
de l'incompréhension pour la plupart des Congolais, qu'est-ce qui signifiait l'indépendance. Et pour beaucoup qui ont vécu pendant la colonisation, avaient l'idée que l'indépendance n'était rien d'autre que subtiliser la position de blancs, des colons, tout ça, prendre leur place. Et pour eux, leur perception de la colonisation, c'était que l'homme blanc ne travaillait pas. Nous, on devait faire tous les travaux, surtout les travaux physiques et tout ça. Et eux, ils étaient là juste pour conceptualiser, donner des ordres et tout ça. Donc, c'était aussi justement quand on est dans euh, dans une sorte de des cages où on ne comprend pas les choses de manière un peu complexe et tout ça. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des choses qui doivent être faites, examinées dans toute leur complexité. Et on a du, on a tendance à avoir cette fractionnisation, cette façon de réduire à rien les choses complexes, cette façon de penser que on peut faire du jour la nuit, de la nuit du jour, juste avec un claquement de doigts. Et ça a porté préjudice énorme, gigantesque sur beaucoup de choses parce que l'éducation qui devait être au centre, je pense que je vais me limiter à ça aujourd'hui, que l'éducation n'a pas été à la hauteur et nous continuons à pérenniser cette espèce d'héritage de la colonisation, c'est que nous n'avons pas amélioré pendant un moment, il faut le reconnaître, durant certaines années de Mobusienne, on a eu une nette amélioration de conditions d'études, de tout ça, mais ces choses-là se sont détériorées et avec la crise économique qui a eu ses débuts après la zaïanisation, la tombée du prix cuivre et tout ça, la crise mondiale autour du pétrole vers les années 70, tout ça ont été des éléments contributeurs de justement de la chute de la qualité de l'éducation. Quand je parle d'éducation ici, je m'arrête simplement à l'éducation primaire, secondaire et bien sûr académique. Et voilà, et lorsque ces formes d'éducation ont commencé à chuter, voilà, il y a eu de conséquences, bien sûr. Il y a eu maintenant, voilà, la naissance, ou je voulais, euh, l'accroissement de, de la déviance. Voilà, aujourd'hui, on a le séquelles, le Kuluna et autres. Et tout ça, ce sont des phénomènes qui sont interliés par l'éducation, les difficultés économiques et tout ça ont créé, si vous voulez, euh, cette façon de les conséquences que nous voyons jusqu'à aujourd'hui. Donc l'éducation a été une fois de plus euh, euh, une raison principale quand vous comparez par exemple au Singapour qui a bâti son système de Taïwan mêmement, ils ont bâti leur système économique sur base de l'éducation simplement. Ils ont créé les meilleures conditions pour que les enfants s'éduquent et la Corée du Sud, on essaiera de le dire, qui forment les meilleurs techniciens, mathématiciens, tout ça, ce sont des économies immatérielles qui ont placé toutes leurs forces sur le renchérissement de la qualité
de l'éducation simplement. Et nous l'avions pas fait. Et voilà, donc on a aujourd'hui, c'est pas pour être méchant, on a un président de la République qui n'a pas les niveaux des autres présidents, Obama, Harvard et autres. Voilà, donc c'est justement, et ça revient encore à nous rappeler, c'est que les politologues disent que tout peuple mérite ses leaders, c'est-à-dire que voilà les niveaux actuels de notre anthropologie, de notre sociologie, de nos interactions, parce qu'il faut en parler, et notre manière même de régler les conflits. Là, encore une fois, je reviens à l'opposition entre Weber et Karl Marx. Donc, la manière de gérer nos conflits, voilà, ça dénote justement de cette limitation intellectuelle. Quand je parle intellectuelle, dans le sens de réfléchir simplement. Voilà, donc on a des limites qui nous préviennent pour aller de l'avant. Et voilà, donc je pense que je peux utiliser un exemple clair. J'ai des amis qui n'ont pas fait de hautes études au Congo, mais qui vivent en Occident, et vous pouvez voir qu'il y a eu une nette amélioration simplement parce que la société occidentale, c'est une, c'est une, ce sont des sociétés qui sont très bien régulées. Voilà, donc ce qui fait que lorsque quelqu'un, même aussi ignorante qu'elle soit, arrive ici, elle apprend vite, elle apprend à faire ses impôts tout seule, elle apprend cette personne à respecter la loi, à conduire en respectant la vitesse. Tout ça, ce sont justement lorsque vous créez de